Bienvenue encore une fois à ce cours de connaissance de soi. Dans la conférence précédente, nous avons étudié certaines lois de la force et comment nous pouvons utiliser le courant du son, ou le courant de la vie, pour élever notre travail intérieur à des octaves supérieures. Nous avons également vu comment contrecarrer la loi de l'entropie, qui nous fait constamment perdre de la force dans tout ce que nous entreprenons. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons explorer comment, après nous être pleinement engagés sur ce chemin qui nous conduit vers le grand but de notre existence, l'autoréalisation de l'être, nous devons créer un centre de gravité permanent à l'intérieur de notre conscience. Cela nous permettra de maintenir une continuité des objectifs et de la persévérance dans notre travail intérieur. L'objectif de cette conférence est de comprendre l'importance de dédier toute notre existence au travail intérieur, et d'apprendre comment développer une continuité des objectifs, qui garantissent le succès dans cette grande entreprise. Pour situer ce sujet dans son contexte, comprenons d'abord ce qu'est réellement un centre de gravité. Nous savons que la loi de la gravitation agit dans tout l'univers. Nous voyons que les planètes tournent autour du Soleil, et que les lunes tournent autour des planètes. Ces corps célestes sont maintenus dans leurs orbites par une force gravitationnelle qui les fait se mouvoir en harmonie. C'est grâce à cette loi que l'univers conserve l'ordre et la structure. Sans elle, tout serait dispersé et chaotique. Le centre de gravité est ce point précis où toutes les forces et toutes les énergies convergent. De même, à l'intérieur de notre propre psychologie, nous possédons aussi un centre de gravité. La question intéressante est, où l'avons-nous placé? Nos désirs, notre volonté et nos actions tournent-ils autour de la personnalité ou autour de la conscience? Dans notre état actuel, nous gravitons habituellement autour de la personnalité, mais si nous voulons avancer sur le chemin spirituel, nous devons commencer à graviter autour de la conscience. Nous devons apprendre à déplacer ce centre de gravité, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons accomplir ce que nous nous sommes proposés dans notre travail intérieur. Lorsque toutes nos forces et nos énergies sont dirigées vers un seul point, la réalisation de cet objectif acquiert une véritable puissance. Si nous sommes sérieusement décidés à atteindre l'autoréalisation, à nous transformer d'une personnalité humaine en un homme solaire, d'un homme solaire en un surhomme, et d'un surhomme en un homme absolu, alors il doit y avoir une continuité des objectifs. Tout être humain possède un centre de gravité, et ce centre de gravité est déterminé par ce à quoi il se consacre, avec continuité des objectifs. Lorsque nous maintenons une continuité des objectifs fondée sur un objectif clair, il est certain que nous pouvons l'atteindre. Mais lorsque notre attention est dispersée, nous n'obtenons pas de résultats. Ce principe s'applique non seulement au travail intérieur, mais à tout aspect de la vie. Par exemple, pensez à une personne qui a commencé à pratiquer le piano dès l'enfance, consacrant plusieurs heures chaque jour à développer sa compétence, et maintenant une continuité des objectifs vers l'objectif de devenir le meilleur pianiste de son époque. Lorsqu'il devient adulte, il atteint ce but. Et pourquoi cela a-t-il été possible? Parce qu'il a maintenu la discipline et la continuité des objectifs, contrairement à d'autres qui manquaient de cette constance. Bien sûr, notre objectif doit aller bien au-delà de tout succès temporaire que la personnalité peut atteindre, car notre but est l'autoréalisation intime de l'être. Si notre véritable objectif est la libération, l'illumination et l'éveil complet de notre conscience, alors tout notre temps et toute notre énergie doivent être dirigés vers ce seul but, devenir des hommes solaires. Cependant, tant que la multiplicité des « moi » existe en nous, un centre de gravité permanent ne peut pas exister. Il n'est donc pas surprenant que tout le monde n'atteigne pas l'autoréalisation intime. Nous savons bien qu'une telle réalisation exige une continuité des objectifs, et comme il est si rare de trouver quelqu'un qui possède un centre de gravité permanent, il est aussi rare de trouver quelqu'un qui parvienne à l'autoréalisation. Comme nous l'avons appris dans la conférence sur le changement radical, nous ne sommes pas un, mais plusieurs. Et c'est pour cela qu'il nous est si difficile de maintenir une continuité des objectifs envers n'importe quel objectif. Nous voulons atteindre l'autoréalisation, mais il n'existe pas en nous un individu responsable capable d'accomplir ce travail. Qui pourrait être cet individu responsable? Ce serait notre conscience. Mais notre conscience s'exprime rarement, parce que nous ne lui permettons pas de le faire. Nous sommes dominés par une multiplicité de défauts psychologiques qui contrôlent notre corps physique. Chacun de ces « moi »
pense différemment, désire des choses différentes et poursuit ses propres intérêts et concepts. Cette division intérieure nous empêche d'avoir un but stable et continu qui pourrait nous conduire à réaliser un véritable objectif. Nous pouvons facilement le confirmer en nous rappelant des moments où nous avons commencé quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, pour ensuite perdre tout intérêt peu de temps après. Alors un autre « moi », complètement différent de celui qui était si enthousiaste, apparaît en nous avec d'autres intérêts et un découragement total envers ce que nous avions commencé. La même chose se produit lorsque nous choisissons et achetons quelque chose avec empressement, pour ensuite en remarquer les défauts quelques jours plus tard, et soudain un autre modèle nous semble plus joli ou meilleur. Cela se produit parce que ce qu'un « moi » affirme à un moment donné n'a pas de valeur réelle, puisqu'un autre « moi » apparaîtra ensuite avec une opinion opposée. Tant qu'aucun individu responsable en nous ne prend le contrôle, c'est-à-dire tant que notre conscience ne dirige pas, il sera impossible de maintenir une continuité des objectifs. Beaucoup de personnes vivent en nous, chacune avec sa propre manière de penser et d'agir. 97% de notre essence est prisonnière de cette multiplicité de façons négatives d'être. Ce que nous désirons aujourd'hui, nous le rejetons demain. Ce que nous aimons aujourd'hui, demain nous déplaît. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, perd tout attrait demain. Cette instabilité nous rend extrêmement difficile l'atteinte de nos buts et la réalisation de nos intentions. Et cette même condition nous empêchera d'atteindre le but final de notre existence, la libération totale et l'éveil complet de notre conscience. Tant que nous n'apprendrons pas à maintenir une continuité des objectifs dans le travail de la mort psychologique, permettant à notre conscience de se manifester de manière continue, nous ne deviendrons pas cet individu responsable capable de mener sérieusement son travail intérieur jusqu'à une conclusion réussie. À cause de la multiplicité des « moi » qui existent en nous, le véritable sens de la responsabilité n'existe pas réellement. Beaucoup de personnes reçoivent cette connaissance avec un désir sincère d'autoréalisation, et commencent même avec beaucoup de force et d'enthousiasme. Pourtant, très peu restent fermes jusqu'à la fin. Cela se produit parce que, tant que nous ne créons pas un centre de gravité permanent autour de cet objectif, et que nous ne maintenons pas une continuité des objectifs dans les aspects qui y conduisent, nous n'atteindrons pas le but. Le « moi », qui aujourd'hui veut s'auto-réaliser est bientôt remplacé par un autre, plus intéressé par les choses de la vie ordinaire et de la personnalité. Ce travail est entièrement pratique, et il doit être accompli par chacun de nous. Personne ne peut le faire à notre place, et personne ne peut nous sauver de nous-mêmes. La plus grande aide que nous puissions recevoir vient des messagers qui nous montrent le chemin, et qui démontrent par leur propre vie que la libération et l'illumination sont possibles. Mais le travail intérieur lui-même doit être réalisé individuellement. Par conséquent, si nous voulons vraiment avancer sur ce chemin, nous devons établir un centre de gravité permanent autour de lui. Cependant, il arrive souvent qu'avec le temps, les gens perdent leur motivation. Ils ne veulent plus entendre parler de cette connaissance, ni du travail intérieur, ni de la mort psychologique, ni de la transmutation sexuelle. Ils abandonnent ces enseignements et se laissent avaler par la vie. Évidemment, si nous ne luttons pas contre la vie, elle nous dévorera. Et il est très rare de trouver quelqu'un qui refuse réellement de s'y laisser absorber. Il arrive aussi que beaucoup de personnes abandonnent leur travail intérieur pour une raison ou une autre, parfois juste, parfois injuste, parfois compliquée, parfois simple. Ensuite, elles rejoignent généralement des écoles pseudo-ésotériques où on leur demande seulement de croire. Là, on leur dit qu'en assistant à des réunions, en participant à des rituels ou en apportant des contributions financières, elles progresseront intérieurement. Certains sont même convaincus qu'en occupant des postes de direction dans ces organisations, ils avancent spirituellement. Ainsi, ils stagnent dans leur progrès intérieur et se trompent eux-mêmes. Cela se produit parce qu'ils n'ont pas su maintenir une continuité des objectifs dans leur travail intérieur, et ont préféré chercher un chemin plus facile promettant un salut instantané. Tous ces allers et retours, tous ces changements constants d'école, de secte et de religion, se produisent à cause de la multiplicité des « moi » en nous, qui se disputent la suprématie. La personne elle-même n'est rien d'autre qu'une machine servant tour à tour de véhicule à l'un ou à l'autre de ces « moi ». Et certains « moi » mystiques se trompent eux-mêmes, car après avoir quitté une secte ou une autre, ils en viennent à se croire des êtres divins. Ils brillent un moment, comme des feux follets, puis disparaissent. Il est très courant que les gens se sentent inspirés à l'idée d'éveiller leur conscience, mais après un certain temps,
ils abandonnent cette aspiration. Ce qui est vraiment rare, ce qui n'arrive presque jamais, c'est qu'une personne reste fidèle au travail sur elle-même, persévérant jusqu'à devenir finalement un homme solaire. Cependant, la création de l'homme solaire est complètement impossible à moins d'avoir d'abord établi en soi un centre de gravité permanent. Mais qu'est-ce exactement qu'un homme solaire? Voyons cela. Un homme solaire est celui qui parvient à développer en lui les germes solaires qui lui permettent de recréer son être intérieur et de servir les desseins de l'expérience solaire. Et qu'est-ce que l'expérience solaire? C'est la création divine réalisée par Dieu, ou le soleil absolu sacré, qui, comme nous l'avons vu dans la conférence 28, est composé d'un ensemble de Christ formant ensemble ce qu'on appelle le Christ universel. Ainsi, l'expérience solaire est cette création cosmique par laquelle le soleil donne la vie, dans le but que les étincelles divines puissent se développer en hommes solaires, des êtres qui éveillent 100% de leur conscience, développent leur Christ individuel, leur feu intérieur, et deviennent des parties actives du Christ universel. La raison pour laquelle l'univers, les galaxies, les planètes et l'humanité elle-même existent, est que ces étincelles divines, qui émanent du soleil absolu en quête de sagesse à travers l'expérience, puissent finalement devenir des hommes solaires. Bien que la science officielle ne le sache pas ou ne le reconnaisse pas, la grande majorité des planètes du système solaire soutiennent une vie intelligente. Et cette vie existe avec le même but, produire des êtres qui travaillent sur eux-mêmes et éveillent toute leur conscience. Tel est le véritable but de toute la création. C'est pour cette raison que, dans chaque être humain, il y a des germes solaires qui rendent possible cet objectif divin. Et que sont ces germes solaires? Ce sont les énergies créatrices sexuelles présentes dans nos gonades, dans les testicules chez l'homme et dans les ovaires chez la femme. En apprenant à transmuter cette énergie créatrice de manière correcte et positive, nous pouvons nous recréer intérieurement. Autrement dit, chaque être humain est un homme solaire en puissance. Cependant, tous les germes solaires ne germent pas ou ne se développent pas. Toutes les semences n'arrivent pas à maturité, la grande majorité se perdent. Pourquoi cela se produit-il? Comme nous pouvons le voir dans la célèbre parabole du semeur enseignée par le Maître Jésus, certaines semences tombent sur le chemin et sont mangées par les oiseaux. D'autres tombent sur un sol pierreux, germent, mais ne peuvent pas s'enraciner et se dessèchent rapidement. Certaines tombent parmi les épines, qui les étouffent et les détruisent. Mais d'autres tombent sur un sol fertile, et ce sont celles-là qui germent, croissent et portent des fruits. Il en est de même à l'intérieur de nous. Nous portons ces germes solaires en nous, mais ils ne se développeront que si les conditions appropriées existent. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour que ces germes solaires s'éveillent en nous? Tout d'abord, 3 aspects de notre corps physique doivent être en bon état. L'esprit doit fonctionner correctement, car c'est à travers lui que nous réfléchissons, imaginons consciemment et exerçons le libre arbitre pour nier nos désirs. Si l'esprit d'une personne est trop perturbé pour réfléchir à ses propres erreurs, cette personne ne pourra pas accomplir le travail intérieur au cours de cette existence. La colonne vertébrale doit également être en bon état, car l'énergie créatrice monte à travers la moelle épinière, formant les corps existentiels de l'être par la pratique du suprasexe. La colonne vertébrale ne doit pas être brisée. Une hernie ou une légère déviation n'est pas un problème, mais une fracture empêcherait la montée de l'énergie créatrice. Les organes sexuels doivent aussi être fonctionnels afin de développer les germes solaires. Si quelqu'un a subi une ligature des trompes ou une vasectomie, cela peut être inversé par une opération de recanalisation, permettant à la personne de continuer à travailler vers l'autoréalisation dans cette vie. Cependant, si des parties essentielles du système reproducteur ont été perdues et que le processus ne peut pas être inversé, cet individu ne pourra pas effectuer la transmutation sexuelle nécessaire à la création des corps existentiels. Dans ce cas, la personne ne peut travailler que sur la mort psychologique et le sacrifice pour l'humanité, cherchant à transcender ce karma et à négocier avec la loi divine pour obtenir l'opportunité et les conditions adéquates d'atteindre l'autoréalisation dans une existence future. En plus de maintenir ces 3 aspects du corps en bon état, il faut posséder une connaissance objective des 3 facteurs de la révolution de la conscience, et cette connaissance doit être pratique. L'aspirant doit savoir comment éliminer les défauts psychologiques par la mort en mouvement et la méditation réflexive. Il doit aussi savoir comment créer les corps existentiels de l'être à travers la pratique du suprasexe ou de la transmutation sexuelle, en comprenant le processus pas à pas et en observant ses exigences, fidélité,
chasteté et amour. Enfin, il doit savoir comment générer le dharma en servant l'humanité, afin de payer les dettes karmiques et de développer l'amour conscient. Avoir un corps physique sain, posséder une connaissance claire de ses principes, et surtout, maintenir la continuité des objectifs dans chacune des pratiques, voilà les clés qui nous permettent de réussir à accomplir le grand but de notre existence. Et cela est vrai dans tout l'univers. Toute race créée par le Soleil n'a pas d'autre objectif dans la nature que de servir les intérêts de cette création et de l'expérience solaire. Toutes les étincelles qui sortent de l'absolu ont ce même but. Parmi chacune des races qui ont existé sur la planète, le Soleil a obtenu certains triomphes, récoltant de petits groupes d'hommes solaires, ceux qui, à travers l'histoire de la planète, ont réussi à éveiller leur conscience. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui ne s'intéressent pas à ce travail, et seuls quelques-uns remplissent les conditions nécessaires. Si le Soleil échoue dans son expérience, il perd tout intérêt pour une telle race, et cette race se voit condamnée à la destruction et à l'involution. Lorsqu'une race a déjà porté ses fruits, elle disparaît progressivement ou périt violemment à travers de grandes catastrophes. Ce processus revitalise la planète et prépare la formation d'une nouvelle race, qui commencera tout son cycle d'évolution avec son propre âge d'or. Un exemple pratique peut nous aider à comprendre cela. Si nous semons des graines dans la terre mais que ces graines ne germent pas ou ne portent pas de fruits, que ferions-nous? Nous éliminerions cette récolte endommagée et nous préparerions le sol pour en planter une nouvelle. C'est exactement ce qui se produira sur cette terre avec cette race. Si cette race aryenne, la 5e produite par cette planète, ne porte plus de fruits, et si les gens choisissent définitivement la dégénérescence, alors elle est condamnée à la destruction. Cette planète vit déjà ce moment. Cette race a été condamnée à la destruction parce qu'il n'existe presque plus de personnes véritablement intéressées par leur propre régénération. L'humanité est profondément dégénérée, et le pire, c'est qu'elle défend et célèbre fièrement sa propre dégénérescence. Nous vivons déjà les temps ultimes de cette race. Elle sera progressivement éliminée à travers des catastrophes et des guerres. Cependant, ceux qui veulent encore travailler sur eux-mêmes, et qui parviennent au moins à régénérer leur corps physique et vital pourront participer à un exode, devenant ainsi les premiers habitants de la prochaine race. C'est précisément parce que nous sommes à ce moment critique que la connaissance a été ouverte à toute l'humanité, et enseignée publiquement, pour trouver et offrir une opportunité à ceux qui aspirent encore à la régénération et à la libération. Nous devons donc nous rappeler que c'est uniquement par un travail intérieur constant, réalisé avec une véritable continuité des objectifs et un profond sens de responsabilité morale, que nous pouvons devenir des hommes solaires. Cela signifie consacrer toute notre existence au travail ésotérique sur nous-mêmes, avec persévérance et sincérité, jusqu'à ce que notre conscience devienne complètement solarisée. Ainsi, pour établir un centre de gravité permanent autour de notre conscience, qui nous conduise véritablement à l'autoréalisation, la première étape consiste à prendre une décision sincère et définitive. Nous devons regarder en nous-mêmes, et nous demander avec une honnêteté absolue si nous sommes réellement prêts à consacrer toute notre vie à ce but. Il se peut que ce soit la décision la plus importante de toute notre existence. Nous devons découvrir, à travers la mort psychologique et le silence intérieur, que c'est notre conscience qui prend cette décision, et non pas une émotion passagère ou un désir émanant d'un moi. Une fois cette décision prise avec clarté et fermeté, nous devons comprendre que maintenir un centre de gravité permanent autour de cet objectif demande une dévotion constante de notre temps et de notre énergie. Nous devons travailler avec persévérance à éliminer chaque défaut psychologique qui tente de nous distraire, ou de nous détourner de la direction claire, que nous avons choisie pour notre travail spirituel. Le centre de gravité peut se résumer en un seul mot, le temps. Notre centre de gravité tournera toujours autour de ce à quoi nous consacrons le plus de notre temps. Pour la plupart des gens, ce centre se trouve dans leur profession. Le médecin le trouve dans ses consultations et ses prescriptions, la femme au foyer dans le soin de sa maison et de ses enfants, le musicien dans ses répétitions et ses représentations, l'architecte dans ses plans et ses constructions, et ainsi de suite. Mais toutes ces activités appartiennent à la personnalité. Elles peuvent produire des résultats matériels ou personnels pour cette vie, mais aucune ne conduit à ce qui transcende réellement le temps ni ne réalise le véritable but de notre existence.
Notre petit pourcentage de conscience éveillée, ces 3% d'essence, ne s'intéresse pas aux choses subjectives de la personnalité. Ce qui importe réellement à notre être, c'est naître, c'est-à-dire créer les corps existentiels de l'être. Mourir, c'est-à-dire libérer et éveiller la conscience. Et se sacrifier, en aidant les autres à découvrir le chemin de l'autoréalisation. Voilà le véritable travail, la vraie vocation de notre être intérieur. C'est notre propre être qui connaît le chemin qui nous ramène vers les étoiles. Par conséquent, notre attention doit rester, avec continuité des objectifs, sur le travail de l'être. Cependant, si nous observons honnêtement la manière dont nous utilisons notre temps chaque jour, nous verrons que la majeure partie est consacrée à la famille, au travail matériel, aux obligations sociales ou aux loisirs, les réseaux sociaux, les films, les séries, et d'autres distractions de la personnalité. Et nous réaliserons combien peu de temps nous consacrons aux choses de la conscience. Nous devons donc commencer à effectuer un changement graduel et intelligent, prendre du temps à la personnalité et le consacrer aux pratiques qui éveillent la conscience. Nous devons cultiver la discipline dans la méditation, surtout sur les défauts de luxure qui nous conduisent à la fornication et empêchent la chasteté. Nous devons également nous discipliner dans l'auto-observation quotidienne et la mort psychologique, en travaillant sur les défauts qui se manifestent à chaque instant et bloquent l'expression de notre conscience. Nous devons avoir de la discipline dans les pratiques de la naissance spirituelle et du sacrifice pour l'humanité. Nous devons faire un effort constant pour renforcer la concentration et la relaxation, afin de pouvoir atteindre la projection astrale et communiquer directement avec notre être, en investiguant consciemment les dimensions supérieures de la nature. Chaque pratique exige de la patience, de la discipline et continuité des objectifs. Cette transformation doit être graduelle, car tout changement effectué de manière fanatique ne produira jamais de résultat réel. Par exemple, si nous dormons 9 heures, nous pouvons en prendre 2 et en consacrer une à la suprasexe et une autre à la méditation, et maintenir ce rythme avec constance et détermination. Nous pouvons aussi prendre une partie du temps que nous utilisions pour le divertissement et le consacrer à la pratique de veiller et prier, de la conférence 21, ou aux pratiques de transfert de fonds et de négociation avec la loi, de la conférence 13. Et nous devons soutenir ces efforts dans le temps. Peu à peu, à mesure que nous retirons du temps aux activités de la personnalité et que nous l'investissons dans les pratiques de la conscience, nous commençons à renforcer notre centre de gravité intérieure. Nous pouvons également consacrer un peu de temps au sacrifice pour l'humanité, en partageant les connaissances acquises, en parlant aux autres de ce que nous avons vécu et expérimenté. Mais surtout, nous devons rester en constante auto-observation et mort psychologique, éliminant à chaque instant tous les moi qui cherchent à se manifester en nous, car ils épuisent notre force et notre intérêt pour le progrès spirituel, nous ramenant à la vie mécanique de la personnalité. Nous devons comprendre que dans le travail intérieur, il n'y a pas de place pour la versatilité. Ceux qui changent de direction comme une girouette, aujourd'hui travaillant sur eux-mêmes, demain engloutis par la vie, ceux qui cherchent des excuses ou des justifications pour abandonner leur travail ésotérique, dégénéreront et involueront inévitablement. Certains remettent le travail à plus tard, croyant qu'ils y reviendront, quand la vie sera plus calme, quand leurs finances ou leurs conditions s'amélioreront, sans se rendre compte que l'expérience solaire n'a rien à voir avec leurs opinions personnelles ou leurs projets mondains. Notre ego est lunaire, et il n'est pas facile de devenir un homme solaire tant que nous continuons à porter la lune en nous. Dans la conférence numéro 9, lorsque nous avons parlé des infradimensions situées dans notre bas-ventre, nous avons mentionné que nous avons 2 lunes en nous, la lune visible et la lune invisible. La lune visible représente la fascination que nous éprouvons pour les choses de la personnalité, et les défauts que nous justifions comme normaux ou même bons. Ce sont les aspects de notre psychologie qui sont faciles à reconnaître, mais que nous excusons ou défendons parce qu'ils semblent socialement acceptables. La lune invisible, en revanche, représente le côté obscur de notre psychologie et les défauts les plus lourds et les plus nuisibles, qui ne se manifestent que dans certaines conditions ou circonstances particulières. De même, la Terre a aussi 2 lunes. La première est la lune blanche que nous voyons chaque nuit, connue ésotériquement sous le nom de Naéma. La seconde, plus lointaine et cachée, s'appelle Lilith, la lune noire. Les astronomes perçoivent Lilith comme quelque chose de petit, semblable à une lentille, car elle est faible et subtile. Dans son orbite, Lilith s'approche de la Terre à certaines périodes de l'année, et lorsque cela se produit, elle active les aspects les plus denses et pervers de la psychologie humaine.
Les forces les plus sinistres de l'ego descendent de Lilith, produisant des manifestations psychologiques sous-humaines et bestiales. Les crimes les plus horribles, les événements choquants rapportés dans la presse à sensation, les actes les plus monstrueux et inattendus de l'histoire, surgissent sous l'influence des vibrations de Lilith. Cette double influence lunaire, présente chez tout être humain à travers l'ego, est ce qui fait de nous de véritables échecs dans notre développement spirituel. Si nous ne voyons pas l'urgence de consacrer toute notre existence au travail intérieur pour nous libérer de cette double force lunaire, nous serons inévitablement avalés par la Lune, régressant et sombrant toujours plus profondément dans des états inconscients et infraconscients. La réalité tragique est que nous ne possédons pas encore une véritable individualité. Si nous avions un centre de gravité permanent, nous nous consacrerions sérieusement et inlassablement jusqu'à atteindre l'état solaire. Mais il y a tant d'excuses, tant d'évasions, et tant de distractions fascinantes, qu'il devient souvent presque impossible de saisir l'urgence du travail ésotérique. Puissions-nous vraiment parvenir à cette compréhension, et que cette conférence vous ait aidé à acquérir de la clarté sur la manière de créer, et de maintenir un centre de gravité permanent autour de votre propre travail intérieur. Sans plus tarder, je vous invite à la prochaine conférence, où nous aborderons un sujet profondément important et intéressant, la famille et les attachements. Dans cette conférence, nous réfléchirons à la véritable valeur de la famille, aux différents types de familles, et à la manière dont l'attachement engendre la stagnation et le conflit intérieur. Merci beaucoup à tous, et que vous ayez une journée paisible et consciente.